بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, après le chapitre 1, qui a été consacré aux intégrales doubles, qui a été consacré donc entièrement aux intégrales doubles, donc nous allons commencer, Inch'Allah, bi'idhnillah, barakatillah, donc nous allons commencer donc, dans le chapitre 2. Donc dans le chapitre 2, donc on va étudier les intégrales triples. Donc c'est l'étude des intégrales triples. Donc on va étudier donc les intégrales triples. Donc c'est une voilà donc c'est un chapitre qui demande un peu d'imagination. Donc parce que les intégrales triples, donc pour les intégrales doubles, donc on pouvait voir les surfaces, les volumes, etc. Mais pour les intégrales triples, la fonction, donc premièrement, on a donc pour les intégrales doubles, donc on a une fonction de deux variables et le graphe d'une fonction de deux variables, c'est une surface qu'on peut voir dans l'espace. Mais pour une intégrale triple, donc la fonction f de x, on a trois variables, f de x, y, z. Donc le graphe, il faut que je l'appelle par exemple w est égal à f de x, y, z. Donc il faut une quatrième dimension pour voir le graphe de. On ne peut pas donc le dessiner dans l'espace R3. Donc c'est déjà une difficulté. Par contre, donc on peut calculer les volumes. Donc en utilisant une intégrale triple, donc on peut calculer les volumes des corps. Donc un volume, on peut le calculer de deux façons différentes. Soit on le calcule par une intégrale double, comme on l'a vu dans le chapitre 2, le chapitre 1, soit directement on le calcule par une intégrale triple en considérant la fonction f de x, y, z égale 1. Bon, donc pour le chapitre 1, donc il y a quelques. Bon, chaque fois qu'on veut faire des applications, des exercices supplémentaires pour le chapitre 1, on va donc les mettre dans des vidéos qui sont spécifiques au chapitre 1. Donc on va écrire chapitre 1 intégrale double. Donc on est arrivé à la leçon numéro 10. Donc ce sera leçon numéro 11, 12, 13, etc. Mais maintenant on va commencer donc le chapitre 2. Donc on va commencer le chapitre 2. Voilà. Bon, donc on va commencer donc le chapitre 2, les intégrales triples. Donc on va commencer par définir ce qu'est une intégrale triple. Bon, je dois avertir d'abord les étudiants, c'est que dans la définition, donc c'est une partie théorique. Donc celui qui a compris donc la définition, c'est très bien. Pour les ingénieurs, celui qui n'a pas réussi à comprendre la définition, c'est pas grave. Donc ce qui nous intéresse le plus pour les ingénieurs, c'est le calcul des intégrales triples. Donc, comment calculer les volumes, comment calculer par exemple le moment d'inertie, comment calculer le centre de gravité, comment calculer les volumes des corps, les intégrales triples, etc. Donc c'est le plus important, dans le programme. C'est le plus important. Donc dans la définition, c'est un peu théorique, Donc celui qui arrive à comprendre, la définition, donc c'est très bien, c'est pas grave, Mais il faut donner, donc, les intégrales triples, il faut donner une définition. Bon, d'abord, je vais vous dire quelque chose. Donc, le début, donc, le muntalaq, qu'est-ce qu'on a au début? Donc, quelles sont les données? Les données internes, c'est quoi? Donc, c'est un prolongement, هو امتداد نفس التعريف بالنسبة fonction d'une variable, ou la deux variables, ou la trois variables, intégrale simple, ou bien double, ou bien triple, c'est la même chose. Une intégrale simple, somme de a, b, f, dt, dt, c'est la limite à une suite. Donc c'est un nombre réel, c'est la limite à une suite. Donc on construit une suite qu'on appelle les sommes de Riemann et on fait la limite lorsque n tend vers l'infini. On a une variable. La même chose comme on l'a vu pour les intégrales doubles, donc la même chose, on construit une suite. Les suites, ce sont au lieu d'avoir des surfaces, on obtient, au lieu d'avoir des longueurs d'intervalle, donc on obtient ici des surfaces. Donc on obtient somme des SNJ, donc on limite, donc on obtient les sommes de Riemann, ça devient donc la même chose ici, donc exactement la même chose ici, donc on construit aussi une suite de Riemann associée donc à la fonction 3 variables, et on fait la limite lorsque cette limite a donc lorsque cette suite a une limite, ça représente l'intégrale triple, c'est ça l'intégrale triple. Donc, ما هي المعطيات اللي عندنا هنا؟ Donc عندنا premièrement, on a une fonction f, donc c'est une fonction de trois variables, donc de R3, donc en général, je parle d'abord, donc une fonction
de R3 à valeur dans R. À valeur dans R. C'est-à-dire on a une fonction de trois variables. Donc les variables, on va les noter f de x, voilà, y et z. f de x, y et z. Voilà. Donc, donc donc on a déjà une fonction de trois variables. Deuxièmement, pour l'intégrale double, on avait donc on intègre sur un domaine, sur un ensemble, donc qu'on a appelé régulier. L'ensemble avec un muhtawa, donc il est contenu fi R2. Maintenant, c'est le contraire. Donc maintenant, on prolonge. Donc le domaine D, c'est un sous-ensemble, mouche fi R2, mais ça, il est dans R3. Il est dans, c'est un sous-ensemble de R3. Donc, un sous-ensemble de R2, donc c'est une surface. Donc ça représente à peu près une surface. Mais puisque l'ensemble D est contenu sur R3, donc en général, c'est un volume. Donc, il présente un volume. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, l'intérieur d'un cube. C'est un cube, quoi. C'est pas la surface qui représente le cube. Non, c'est tout le cube, par exemple. Un cube, un parallépipède, un tétraèdre, donc le câble. Donc par exemple, vous avez donc une sphère, donc l'intérieur de la sphère, مش الكرة من برا بركا، لا c'est pas la surface, c'est le volume كامل. Donc هذا نتكلم هنا دي هذا c'est pas c'est l'ensemble اللي calculé فيه l'intégral. Donc je suppose que D هذا il est assez régulier. Donc je vais بعد expliquer واش معناها régulier aussi. Donc c'est un ensemble qui est borné. borné معناها نقدر نحطه هو بذاته نحطه في un parallépipède. نحطه في un parallépipède. Il est connexe aussi, donc connexe, المفهوم تاع connexe شويه صعيب في الدوزيام année. Ça veut dire que دي هذا ما نقدرش c'est-à-dire مربوط ببعضها، الانسامبل مربوط ببعضها. دي هذا ما نحطوش سو لا فورم تاع لا ريونيون دو دو انسامبل دي 1 et دي 2 ديسجوان وهما بذاتهم اوفر. دونك لا، مربوط ببعضها، العناصر تاعو متصلين ببعضها. سي انسامبل كونكس. دونك سي انسامبل فيرمي بورني اي كونكس. فوالا دونك ابوبري الحوايج هذه اللي نشرط عليه شروط اخرى دو ريغولاريتي دو لا فرونتيير تاعو الحد نتاعو. دونك ديجا كي يعود دي محتوى في ار 2 لا فرونتيير تاعو واش راح تكون؟ اون جينيرال راح تكون اون كورب سواء ان سيركل سواء دروات سواء دونك كذا. بصح هنا دركا كي يعود ان انسامبل في ار 3 لا فرونتيير واش هي؟ لا فرونتيير سون دي سيرفاس. دونك لا فرونتيير تولي دي سيرفاس. باغ اكزومبل تشوفوا الكره الديسك لا سفير نسموها لا سفير. اون سفير c'est l'ensemble des xy appartenant xy z appartenant à 3 tel que فيها شرط tel que x2 plus y2 plus z2 par exemple est inférieur ou égal à un certain nombre positif. Bon, هنا la frontière تاع السفير هي القشره الارضيه هذيك، القشره نتاعها الفوق هذيك هي دونك لا فرونتيير تاعها، هذيك هي الحد نتاعها. دونك الحد نتاع لونسومبل في ار 3 سي اون سيرفاس. بون هذا دونك l'ensemble نتاعي. Bon, maintenant on va donc après définir donc l'intégrale triple. donc واش هي donc l'intégrale triple. donc نكتبها كيما هكا شلون 3 يولوا 3 اس دي هكذا. دونك عندي هنا اف 3 فاريابل اف دو اكس y z 3 variables f de x, y, z. Donc dx, dx, dy, dz. Donc 3 variables. Voilà. C'est quoi ça? Bon, déjà, je vous dis, déjà, في الأول خلاص قبل ما نبدأ أي حاجة c'est un nombre réel. هذا c'est aussi un nombre réel. C'est la limite نتاع une suite. Vous allez voir راح يكون le nombre réel هذا c'est la limite نتاع une suite. Dans le cas particulier, si la fonction هذه f de xy cas particulier هنا كما شفنا في la surface, si la fonction هذه est la fonction donc هذه c'est la fonction constante qui est égale à 1 partout sur D, alors c'est facile de voir ça. هذه l'intégrale, donc l'intégrale triple هذه, donc l'intégrale triple sur D puisque هذه est égale à 1, donc dx
dy, dz, voilà. هذه l'intégratrice. Ce sera, c'est exactement le volume. قبل شفنا في l'intégrale double, lorsque la fonction elle est égale à 1, et j'intègre l'intégrale double, ce sera la surface TD, et là c'est le contraire. Donc là ça devient donc le volume, c'est le volume du corps D. Du corps D. Donc on a déjà une méthode, une méthode de calcul du volume tel corps D, c'est-à-dire on intègre, donc on calcule l'intégrale triple de la fonction f de x, y, z égale 1. On obtient le volume de D. On obtient le volume de D. Bon, donc nous allons donc commencer par donner d'abord, pour donner la définition de l'intégrale triple sur le domaine D, f de x, y, z. Donc nous allons d'abord donc donner des notations et donc comprendre ce schéma-là. Donc j'ai essayé de faire le maximum. Ce n'est pas un schéma parfait, mais j'ai essayé de dessiner donc quelque chose pour comprendre dans l'espace qu'est-ce qu'on veut dire de ces notions-là. Que veulent dire ces notions-là. Bon, donc notre domaine D, on a pris donc un domaine D contenu dans R3 qui est donc, on a dit qu'il est borné et connexe. C'est-à-dire que borné, donc on peut le mettre dans un parallépipède et connexe, c'est-à-dire les éléments ne se détachent pas. C'est-à-dire on ne peut pas écrire D sous la forme de la réunion de deux ensembles disjoints ouverts ou trois ensembles disjoints ouverts. Ces éléments sont connectés les uns par rapport aux autres. Bon, je peux donc, bon, D est borné connexe, donc D je peux le mettre dans un parallépipède. Donc voilà, dans le dessin ici, mon domaine D, bon, pour simplifier la vision, donc j'ai pris un cylindre, un cylindre. Donc c'est le cylindre, donc c'est la surface et l'intérieur tout. Donc c'est un domaine qui est contenu dans R3. Donc c'est ce cylindre-là. Donc pour simplifier l'explication. Donc ce cylindre-là, vous voyez bien que je peux le mettre dans le parallépipède rouge. Donc ce que je dessinais le cylindre il est en bleu et le parallépipède P dans lequel je peux mettre, parce qu'il est borné, le domaine il est borné, donc c'est le dessin qui est en rouge. Donc le parallépipède, sa définition c'est quoi? C'est simple. C'est P est égal à AB, croix CD, croix EH. C'est-à-dire il est caractérisé par trois intervalles. Donc c'est l'ensemble des x, y appartenant à R3, tel que x. Bon, je fais les projections ici. Donc mon parallépipède, donc c'est cet ensemble-là. Donc si je prends un point quelconque dans le parallépipède, donc je le projette sur l'axe des x ou y. Donc j'obtiens ce rectangle-là. Donc tout point appartenant à ce rectangle, donc il est compris pour x, il est compris entre A et B, et pour y, il est compris entre C et D. Donc c'est AB, croix CD, et enfin donc par rapport à l'axe Z, croix EH. Donc je n'ai pas mis ici le E, parce que de EH, normalement, il y a une distance ici, EH. Voilà donc ce parallépipède, donc c'est ce corps-là. Donc tout le monde connaît un parallépipède, donc c'est comme un cube, mais dont les faces ne sont pas égales. Donc, parce qu'un cube, donc c'est un parallépipède particulier, dont tous les côtés sont égaux. Tous les côtés sont égaux. Mais dans un parallépipède, donc on peut avoir H, donc la hauteur du parallépipède. Donc par exemple, les longueurs des intervalles peuvent être différentes. Donc on a ici des rectangles, en général, donc bien des carrés, etc., etc. Bon, l'essentiel c'est que j'ai mon domaine D, je peux le mettre, donc il est inclus, parce qu'il est borné, il est inclus dans un parallépipède. Et je vais donc concentrer tout mon raisonnement pour définir l'intégrale triple, donc je vais me concentrer sur le parallépipède. Donc, parce que les sommes de Riemann que je vais considérer, ce sont des sommes de Riemann que je vais construire dans mon parallépipède. Donc pour l'instant, oubliez le domaine D et concentrez-vous sur le parallépipède. Bon, c'est simple. Donc, qu'est-ce qu'on avait premièrement, pour les fonctions de deux variables? Pour les fonctions de une variable. Donc,
j'avais un seul intervalle, donc je l'ai divisé en n parties égales, et après cela, donc j'ai considéré f de la somme des f de xi multiplié par la longueur de chaque petit intervalle. Là, nous avons trois intervalles. Donc nous avons trois intervalles. L'intervalle AB, parce que le parallélépipède, il y a trois intervalles. Donc cet intervalle. Donc nous avons l'intervalle AB. Donc les intervalles qui définissent mon parallélépipède, donc il y a trois. Donc l'intervalle AB, l'intervalle CD et l'intervalle EH. Donc trois intervalles. Donc je vais faire chaque intervalle. Donc je vais donc partager chaque intervalle. Le premier en n parties égales, le deuxième en m parties égales et le troisième en L parties égales. C'est très simple. Donc je vais, les notations, elles sont un peu, mais c'est facile, c'est pas difficile. Donc le premier, x0, x1 jusqu'à xi-1, xi jusqu'à xn. Donc en n parties égales. Donc je vais l'écrire ici, donc pour bien voir. J'ai donc la longueur de chaque intervalle, j'ai xi, bon j'ai écrit la longueur de xi moins xi moins 1 est égal à quoi? Puisque je le divise en n parties égales, est égal à b moins a, b, donc b c'est b moins a, divisé par n. Et vous voyez bien, lorsque n devient très grand, donc cette longueur, donc c'est-à-dire la subdivision elle devient très fine, donc la longueur de chaque petit intervalle devient très petite. Donc lorsque n tend vers l'infini, donc cette longueur va tendre vers 0. La même chose ici, donc mon intervalle CD, je le divise en m parties égales, et chaque partie, donc yj moins yj moins 1, est égal à d moins c, divisé par, bon je peux l'écrire aussi, donc j'ai ici yj moins yj moins 1, j'utilise ici l'indice j, pour ne pas m'embrouiller, donc est égal à d moins c divisé par m. Donc n, il peut être différent. Bon, les deux, n et m, ils vont tendre les deux vers l'infini après, mais pour l'instant, donc les indices, donc la même chose, l'intervalle EH, je vais le diviser donc en L parties égales. Donc la longueur de chaque, donc le premier je l'appelle Z0, donc c'est E, début de l'intervalle, après Z1, Z2, jusqu'à, j'utilise ici l'indice K, donc ici l'indice I, l'indice J, l'indice K. Donc j'ai aussi donc ici, donc la longueur de chaque petit intervalle, donc ZK, donc je l'appelle ZK moins ZK moins 1, moins ZK moins 1. Vous voyez ici, donc sur le schéma, là c'est l'intervalle, donc c'est le petit intervalle xi moins 1, xi. Là, c'est le petit intervalle yj moins 1, yj. Donc c'est ce petit intervalle-là, voilà. 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 Là c'est l'intervalle, donc vous voyez bien ici. xi moins 1, pardon, xi. Et là, c'est l'intervalle, donc zk moins 1, voilà, zk. Je divise mon intervalle EH en L parties égales. Je divise mon intervalle AB en, ça c'est le premier, A est égal à x0, après x1, x2, xi moins 1, xi jusqu'à xn égale B. La même chose ici, C est égal à y0, y1, y2, yj moins 1, yj jusqu'à le dernier, ym égale D. Là aussi, donc mon intervalle, donc EH, E égale Z0, Z1 jusqu'à ZK moins 1, ZK en L parties égale. Et je vais tendre, donc ici j'ai ZK moins 1 est égal à, donc est égal à quoi? Est égal à, donc A, donc j'ai EH, donc H, c'est fixe, H c'est fixe, H moins E, divisé par la longueur par L. Je le divise par L fois. Lorsque L tend vers l'infini, donc cette longueur-là, elle va tendre vers 0. Voilà. Lorsque j'ai fait ma subdivision, donc je prends chaque petit sous-intervalle ici, parce que les indices ici, et je vais considérer le petit parallépipède PIJK. Donc c'est quoi? C'est xi moins 1, xi, donc c'est ce parallépipède que je dessine ici. Ça c'est PI. C'est égal à quoi? C'est égal à xi moins 1, donc
c'est cette surface-là multipliée par cette hauteur-là, multipliée par zk moins 1, j'obtiens ce petit parallépipède. Donc, chaque fois, vous voyez bien combien de parallépipèdes je peux former dans mon grand parallépipède. Donc, lorsque je fais varier donc, les indices I, Gk, I compris entre 1 et n, entre 0 et n, J compris entre 0 et m, et K compris entre 0 et L, vous voyez bien, donc je peux construire donc, ces petits parallépipèdes. Et chaque fois, donc, M, N et L vont grandir. Chaque fois que ces indices-là, donc M, N et L vont grandir, donc ces petits parallépipèdes, ils vont devenir de plus en plus petits. Et maintenant, le volume de ce parallépipède, il est égal à quoi? Il est égal à delta, c'est-à-dire la longueur de cet intervalle multiplié par la longueur de cet intervalle multiplié par la longueur de cet intervalle. C'est-à-dire, j'appelle la longueur de cet égal à delta, je la nomme delta xi, celle-là c'est delta yj, et celle-là je l'appelle delta zk, ce qui est égal donc xi moins 1 multiplié par yj moins yj moins 1 multiplié par zk moins 1. Et je sais, je peux remplacer aussi, est égal à b moins a divisé par n multiplié par d moins c divisé par m multiplié par e h moins e divisé par l. Donc ces longueurs, je les connais. Et vous voyez bien, lorsque je fais grandir n, m et l, lorsque ces trois indices, m, n et n devient très grand, donc ce volume-là, il va devenir très petit. Donc très petit. Parce que ces cubes-là, ils vont devenir aussi très petits. Parce que ces longueurs, parce que b moins a sur n, d moins c sur m, et h moins e divisé par l, ils vont devenir de plus en petits, de plus en plus petits. Voilà. Donc maintenant, quelle est la somme de Riemann que je vais considérer? Donc vous allez voir. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour définir l'intégrale triple sur le domaine D? Donc je vais donc considérer donc la somme, cette somme-là. Bon, il y a beaucoup d'indices, mais c'est pas difficile. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc je prends la somme de tous les volumes PIGK. Donc je prends premièrement tous les parallépipèdes PIJK avec I donc entre 1 et n, J compris entre 1 et m, et K compris entre 1 et L. Donc tous les parallépipèdes, et j'ajoute leur volume. Donc j'ai le choix. Parce que je peux donc choisir, donc je fixe, par exemple, si je fixe par exemple, pour rajouter tous ces volumes-là, les volumes de ces parallépipèdes, donc j'ai trois indices. Donc je peux, par exemple, fixer l'un des indices, fixer deux indices, si par exemple je fixe deux indices ici. Donc je varie donc le troisième indice. J'obtiens cette colonne-là. Après, donc, je fixe les deux indices ici. Je varie donc cette colonne-là, j'obtiens la deuxième colonne, etc. Je peux donc commencer par la première ligne ici, la première ligne. Donc chaque fois que je fixe, par exemple, je fixe ici 1, 1, je fixe 1, 1, et je fais varier, donc K, je fixe x égale 1, y égale, xi égale 1, i égale 1, j égale 1. Donc j'obtiens P11, et après, donc P11, 1, c'est le premier, donc le premier, P11, 1. Après, j'obtiens P11, 2, c'est le deuxième, P11, 3, P11, donc je fixe x et y, je fixe donc i et j, et je fais varier k. J'obtiens cette colonne, la première colonne dans le parallépipède. La même chose, je fixe par exemple la deuxième, je fixe par exemple 1, 2, et j'obtiens la deuxième colonne. Donc, ça, c'est une méthode. La deuxième méthode, c'est que, au lieu de fixer donc, les lignes,
je fixe, donc par exemple, je prends, je, je commence par, c'est-à-dire je parcours cette, cette, cette colonne, cette ligne-là, bien cette colonne-là, dans l'axe X ou Y. Donc le premier, j'obtiens la même colonne, le deuxième, j'obtiens la deuxième colonne ici, le troisième, la troisième colonne, etc., etc. Jusqu'à ce que je parcours tous les indices I, J, K, avec I compris entre. Donc j'ai le choix. Donc j'ai le choix pour le calcul de la somme de tous ces volumes. Donc je calcule volume de PIGK. Donc là, ça, c'est la somme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? I égale 1 jusqu'à N, J égale 1 jusqu'à N, et K égale 1 jusqu'à N. Je calcule donc les points X, Y, J, Z, K. Donc je les prends quelconque. Je les prends, XI, je le prends quelconque dans XI, XI moins 1, XI. Je peux prendre le milieu, l'extrémité, la fin, donc le début de l'intervalle, ou bien un point quelconque dans l'intervalle. Donc, ou bien ici j'ai pris XI, exactement YJ, ZK. C'est pas important, parce qu'après, lorsque N, M et L tendent vers l'infini, donc la surface ici, elle devient donc très petite. Et donc le rôle que prend l'emplacement du point x, y, j, z, k dans le parallélépipède, il ne joue pas un grand rôle. Donc si la fonction, comme je l'ai prise ici, continue sur d, donc on obtient la même limite. Le choix de x, y, j, z, k, donc il ne dépend pas de... Donc la limite ne dépend pas de l'emplacement du point x, y, j, z, k. Donc je prends un point quelconque en vérité dans le parallélépipède élémentaire. Bon. Donc j'obtiens pour chaque i, j, k fixé, donc ça c'est un nombre réel. Donc c'est le volume de pi, g, k multiplié par la valeur de la fonction, donc au point x, y, j, z, k. Et je fais cette somme. La somme, donc, suivant la somme de tous les produits f de... C'est ça les sommes de Riemann. C'est ce que j'appelle les sommes de Riemann. Donc pour chaque n, pour chaque n, m, l, donc j'ai trois suites en vérité ici, j'obtiens donc une suite. Donc j'obtiens une suite qui dépend de n, m et l. Voilà. Et je fais tendre après, donc lorsque j'obtiens cette suite-là, je fais tendre n, m et l vers l'infini. Mais avec la condition, il faut bien voir ici, c'est que, avec la condition que je ne prends pas tous les parallélépipèdes, PIJK. Non, je prends, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'intégrale sur le domaine D. Je garde seulement les parallélépipèdes qui sont contenus dans mon domaine de D. Ceux qui sont à l'extérieur, je les exclus, je les enlève. Donc dans cette somme-là, je vais garder seulement les parallélépipèdes qui sont à l'intérieur de mon domaine D. Vous remarquez bien que lorsque ces parallélépipèdes, lorsque n, m et l deviennent très grands, ces parallélépipèdes ils vont devenir très très petits. Donc en vérité, les éléments qui vont rester dehors, c'est-à-dire je vais avoir une grande partie, donc c'est-à-dire l'ensemble des parallélépipèdes qui seront contenus dans l'ensemble D, il va grandir de plus en plus. Chaque fois que n et m et l vont grandir, l'ensemble des parallélépipèdes qui vont être contenus dans l'ensemble D, il va être très très grand. Donc après, il va être très grand. Une deuxième remarque, ici, vous voyez bien, lorsque je donne à ma fonction la valeur 1, vous voyez bien que la somme de ces volumes-là, avec cette condition-là, qu'est-ce qu'elle va me donner? Au début, donc, on aura une différence entre le volume du parallélépipède et le volume de D, mais chaque fois que n et m et l deviennent très grands, ces deux volumes-là, ils vont devenir donc très proches. Et à la limite, donc cette somme-là, lorsque f de x, y, j, z, k est égal à 1, donc il reste seulement les volumes de P, I, G, K, à la limite, ça va me donner le volume du corps T. Alors, le volume du corps T. Donc c'est ça, si f est continu, donc ça c'est très important. Ça c'est très important, cette condition-là. Si f est continu sur le domaine D, et D, donc il est bien fait, donc il est borné, connexe, etc. Donc cette limite existe, quel que soit le choix des points x, y, j, z, k dans l'ensemble PIGK,
cette limite existe et cette limite, donc, on l'appelle l'intégrale triple. Donc, je vais écrire ici. Cette limite, c'est exactement, par définition, c'est égal à, par définition, donc, c'est notre intégrale triple. Voilà, je vais écrire comme ça. Sur le domaine D de la fonction f de x, y, z, dx, dy, dz. Je vais l'encadrer ça, voilà. Voilà. C'est ça la définition, donc une des définitions, parce qu'il y a beaucoup de définitions donc, qui sont équivalentes, mais bon, j'ai essayé donc d'être le plus précis, mais vu le niveau, donc le niveau des deuxièmes années, donc je ne peux pas aller plus, parce qu'on peut définir de façon plus rigoureuse et plus mathématique et plus théorique cette intégrale triple, mais il suffit de comprendre donc le sens géométrique. Bon, vous voyez bien que je ne peux pas donner un sens géométrique à cette intégrale triple. Pourquoi? Parce que la fonction f de x, y, z, donc c'est une fonction, donc je ne peux pas tracer le graphe dans l'ensemble, dans l'espace x, y, z. Je ne peux pas, si il faut une quatrième dimension, donc je ne peux pas donner un sens géométrique à cette intégrale. Donc le seul sens géométrique que je peux donner donc, à cette intégrale est si la fonction, comme on l'a dit tout à l'heure, f de x, y, z est égal à 1, donc on obtient volume, donc je l'écris, le volume de D, maintenant ce n'est pas la surface, le volume de D est égal à l'intégrale triple, voilà, sur le domaine D. Donc la fonction est égale à 1, donc dx, dy, dz. Voilà, donc je le trace. Voilà, ça c'est un sens géométrique. Donc si vous voulez calculer le volume d'un corps, donc d'un corps dans l'espace, de 3 dimensions, donc il suffit de calculer cette intégrale triple sur D. Voilà, donc je vais l'encadrer aussi. Voilà, ça c'est un son, je peux, si je donne à la valeur f de x, y, z la valeur 1, donc elle est égale à 1 sur D, donc le volume du domaine D, il est égal à l'intégrale triple, donc sur D, mais pour la fonction f de x, y, z est égal à 1. Bon, pour ce cours, donc c'est ce que j'ai voulu donc donner comme définition de l'intégrale triple. Pour les étudiants, donc déjà une remarque importante, pour les gens qui ont compris donc, la définition, donc on a dit comme ici, que l'intégrale triple, ce n'est qu'une limite d'une suite, une suite réelle. Donc toutes les propriétés donc, des intégrales triples, elles vont donc découler, ou bien elles vont être une conséquence des définitions des limites de suite. Pour les gens qui ont compris la définition, c'est très très bien. S'ils n'ont pas compris la définition, il y a beaucoup d'indices, beaucoup c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va se concentrer. Donc, il faut se concentrer dans les prochains cours. Parce que ce qui nous intéresse, bon, on va jamais calculer un intégrale triple en utilisant la définition. C'est très difficile, donc on ne va pas le faire. Mais par contre, on va voir dans les leçons prochaines, là aussi, on va voir qu'il y aura un théorème de Fubini, c'est-à-dire le calcul d'une intégrale triple revient, donc on a beaucoup de méthodes, revient au calcul de 3 intégrales simples, ou bien d'une intégrale double et une intégrale simple. Donc on a le choix, on a 2 choix ici, on vérifie. Donc je répète, on va voir que, grâce au théorème de Fubini, que le calcul d'une intégrale triple revient au calcul d'une intégrale simple et d'une intégrale double, ou bien de 3 intégrales simples. Bon, ça. Et on va aussi donc avoir le calcul de l'intégrale simple, il va se simplifier en faisant un changement de variable, donc comme on l'a fait pour les intégrales doubles. Et on va voir donc ici donc les coordonnées donc, polaires, les coordonnées cylindriques,
les coordonnées sphériques. Ce sont des coordonnées, donc ce sont en vérité des changements par variables particuliers qui vont donc nous faciliter le calcul des intégrales triples. Donc ce sera aujourd'hui, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc là, dans la leçon numéro 2, du chapitre 2, on va donc voir les propriétés des intégrales triples et commencer déjà donc à donner des théorèmes qui nous permettent de calculer ces intégrales triples, bien sûr, sans utiliser la définition qui est assez compliquée comme ça. Bon, je m'excuse pour ce dessin-là, donc j'ai fait ce que j'ai pu. J'espère qu'il est clair pour les étudiants. Et donc la prochaine fois, donc, on va essayer d'étudier donc, les propriétés des intégrales triples et surtout, donc, comment calculer ces intégrales triples.